Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de Radio Pays d'Hérault pour ce troisième volet de notre émission Pas d'accord et alors ? Émission résolument positive et dynamique dans laquelle nous parlons du fabuleux pouvoir catalysant et dynamisant des désaccords et des conflits. Le mois dernier, nous avons parlé de la médiation scolaire et nous avons vu avec Rachida Palombo à quel point il est important et bénéfique que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à reconnaître et à nommer leurs émotions. Ce n'est pas suffisamment enseigné dans notre société et pourtant, il serait profitable qu'un cours émotion mode d'emploi soit institué dans les écoles. S'il y a des enseignants qui m'entendent, ouvrez les oreilles. Notre thème du jour est le changement. Et nous allons approfondir ce sujet des émotions. Les changements, qu'ils soient choisis librement ou subis, sont des situations souvent difficiles à vivre. Les changements nous mettent dans l'inconfort, suscitent des émotions et peuvent être source de conflits intérieurs et extérieurs. Notre invitée du jour est une spécialiste de la communication et elle est venue de Millau spécialement pour partager notre émission et son expérience. Bonjour Hélène Jacquemin et merci beaucoup de participer à notre émission. Hélène, j'ai dit que tu es une spécialiste de la communication et du changement. Veux-tu te présenter ? Bonjour Christelle, bonjour à tous et merci de m'avoir conviée à cette émission. J'ai 55 ans et 15 ans de pratique dans la communication interpersonnelle et dans l'accompagnement au changement, principalement dans les entreprises et les associations. Ma société s'appelle Sorel, ce qui signifie soleil en patois, parce que j'aime apporter un éclairage bienveillant à des situations difficiles. Ah, Hélène, tu es donc un double soleil, car ton prénom en grec signifie aussi la lumière du soleil, éclat de soleil. Donc Hélène plus Sorel, soleil en occitan. Alors si je comprends bien, tu es venue pour nous éblouir. Et je dis bien éblouir et non aveugler. C'est ça. Bon, donc pour revenir à notre sujet, le changement, tu m'as dit que tu es en train de préparer une nouvelle conférence spectaculaire parce que tu fais des conférences spectaculaires pour présenter la communication. Et donc cette nouvelle conférence spectaculaire s'intitule « Changer, moi, même pas peur ». Alors raconte-nous, quelles sont les difficultés lorsque nous sommes face à un changement dans notre vie ? Le changement, c'est une étape difficile. Parce que lorsque je change, je quitte une situation où j'avais une stabilité réconfortante, sécurisante, et je vais vers l'inconnu. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Et là, la première réaction, c'est « Ah, j'ai peur !» La peur, oui. Voilà une émotion très répandue et cultivée en plus dans notre société. Une émotion qui fait peur. La peur, c'est une émotion qui fait peur parce que nous ne savons pas quoi en faire, comment l'accueillir, car elle nous submerge en quelque sorte. Oui, en fait, j'ai constaté ça chez moi, chez beaucoup d'autres personnes, effectivement. Notre culture ne nous amène pas à vivre nos émotions. En fait, les émotions, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, et c'est extrêmement gênant, extrêmement embarrassant. Je me souviens de petite avoir entendu des adultes me dire c'est pas beau de se mettre en colère, sèche tes larmes, ne pleure pas, etc. Voilà, c'est parce qu'en fait les adultes ne savent pas quoi faire des émotions des autres. Et pourtant, les émotions sont extrêmement utiles. Elles existent depuis la nuit des temps et elles sont là pour nous aider à nous adapter à des bouleversements que nous vivons. Par exemple, la peur. Lorsqu'il y a un changement, j'ai peur parce que je sais ce que je quitte, donc
Je ne sais pas vers où je vais, mais je sais que c'est irrémédiable. C'est dans la définition même du changement. Hein. C'est une mutation durable. Donc, cette peur, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire, oulala, il y a une situation qui pour toi est inhabituelle. Il va falloir que tu t'y adaptes. Et la première adaptation que tu dois faire, c'est protéger ce qui peut l'être pour que tu puisses ensuite te mettre dans l'action de ce que tu vas faire. Voilà, de ce que ce changement va amener vers toi. Donc, la peur, elle envoie une énergie qui va me permettre de rebondir sur ce changement que je vais vivre. Donc, elle a une fonction finalement positive, même si nous la vivons comme quelque chose de non souhaitable, d'effrayant et de bloquant. Perturbant, voilà, ouais. C'est très perturbant parce que j'étais dans mon confort et tout d'un coup, pouf, ça me tombe dessus. Donc, c'est très perturbant, mais c'est extrêmement aidant. Ce sont toutes les émotions, quelles qu'elles soient, ont une utilité. Mmh. Donc là, j'aimerais approfondir comment ces émotions qui sont générées par un changement finalement que nous avons choisi ou que la plupart du temps nous subissons, comment ces émotions peuvent mener à des situations difficiles de désaccord et de conflits intérieurs ou extérieurs. Dans tout processus de changement, je vais passer par différentes phases émotionnelles qui vont me servir donc à traverser cette expérience. Je vais par exemple vivre la peur d'entrée de jeu. Je vais aussi, pourquoi pas, vivre la colère. À un moment donné, je vais avoir une bouffée de colère qui est énergisante aussi dans le sens où maintenant je vais marquer mon nouveau territoire. Un exemple pour illustrer ça, lorsque je perds un travail. Lorsqu'on m'annonce, voilà, ma chère Hélène, prends tes affaires, remballe, ce soir, tu travailles plus ici. Passer la phase de peur, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai bien sûr une phase de colère. Mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je suis quelqu'un de respectable, je veux qu'on s'adresse à moi d'une manière respectable et pas comme ça qu'on me dise prends tes affaires et dégage comme un chien. Voilà, donc cette colère-là, elle va intervenir pour me dire remarque ton territoire, reprends pied en tant que personne humaine digne de respect et de reconnaissance que tu es. Donc la colère aussi, il va être important que je l'exprime. Et du fait de l'exprimer, de dire « je suis en colère, je n'accepte pas d'être traitée de cette manière ». Du coup, ça va m'aider à dépasser cette situation-là, difficile à vivre. Parfois, ça va me faire gagner aussi le respect de ces interlocuteurs qui ont voulu me chasser à coups de pied dans le derrière. Et puis ça va me permettre de passer à l'étape suivante du changement. La colère est une émotion très intéressante parce qu'elle est quand même très réprimée. Quand nos enfants sont en colère, quand ils sont petits, il y a une période, entre 2 ans et demi, 3 ans, et on parle de caprice et nous ne voulons pas en tant que parents qu'ils se mettent en colère parce que nous ne comprenons souvent pas leur colère. Ou même en tant qu'adulte, un adulte qui se met en colère est souvent regardé de travers ou il n'est pas forcément respecté. Donc la colère, elle me semble une émotion, vous vous dites elle est salutaire parce qu'elle nous permet de traverser une situation difficile. Mais nous n'apprenons pas à faire avec la colère. Oui, nous n'apprenons pas à faire la colère. Les émotions ont mauvaise réputation parce qu'il est difficile entre guillemets, de les gérer. Mais en tant que spectateur de la colère de quelqu'un d'autre, par exemple, lorsque je suis face à une personne qui est en colère, la colère de l'autre appartient à l'autre. Je n'ai pas à prendre sa colère pour ou contre moi. J'entends une personne qui dit « j'en ai marre, cette situation est invivable ». Donc, je me sens mis en cause. Si tu le dis à moi, voilà. Je dis c'est moi qui rends cette situation invivable, si nous sommes un couple, par exemple, voilà. Et je me sens agressée. Et donc, dans les conflits, souvent, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se met en colère et nous le prenons pour une attaque personnelle sur notre comportement ou sur nos attitudes et nous réagissons en fonction. Oui. Je ne veux pas que tu te mettes en colère parce que ça me met en porte-à-faux. Non, c'est pas ça. La personne est en colère et la personne dit « je suis en colère, j'en ai marre de cette situation ». Ah oui, mais j'entends que tu es en colère. J'entends que tu en as marre de cette situation. Donc, voilà. Et là, du coup, je vais travailler à la reconnaissance de la colère de l'autre. Mais en aucun cas, je ne vais prendre la colère de l'autre pour ou contre moi. Oui, et je pense que c'est là où peut-être quelque chose il y aura à apprendre ou à enseigner dès le plus jeune âge, dans les écoles, les maternelles, etc. C'est d'apprendre aux enfants qu'une émotion, ça leur appartient pleinement et
elle n'appartient pas à l'autre. Donc, ce n'est pas à l'autre de dire tu dois avoir cette émotion, tu ne dois pas l'avoir. Oui, tout à fait. Alors, des trucs pour gérer l'émotion de l'autre, pour commencer en tant que parent, ce que j'ai utilisé, j'ai imprimé des émoticônes, vous savez, ces petits dessins qui représentent les émotions de colère, de tristesse, d'inquiétude, etc. J'en ai fait toute une feuille format A4 que j'ai mis sur le frigo. Et dès que, dans mon entourage, mon mari, moi-même, un enfant, un ami, etc., arrive et exprime une émotion, on va tout de suite amener au frigo. Elle est où ton émotion? C'est laquelle? Vas-y, dis-nous, c'est quoi? Et le simple fait d'arriver à nommer l'émotion de l'autre ou à nommer sa propre émotion, ça suffit déjà à atténuer l'intensité de cette émotion et à prendre conscience que derrière cette émotion, il y a un message qui est un besoin. Quel est mon besoin? Alors, quel peut être le message qui se cache derrière la peur ou derrière la colère? Alors derrière la peur, c'est le besoin d'une protection. J'ai besoin d'être protégée face à une situation qui est pour moi difficile. Donc du coup, cela m'amène à une action, toujours, besoin et action. Une action qui va être qu'est-ce que je fais pour me protéger? Je prends les jambes à mon cou, ou j'appelle à l'aide, ou etc. Dans la colère, par exemple, c'est le besoin de s'affirmer, de marquer son territoire. Très souvent, une colère va arriver derrière une blessure. Donc une blessure, ça fait mal. J'ai mal de quelque chose, d'un mot, d'un geste, d'une réaction. Et du coup, je vais m'en protéger. Action de colère, je vais réaffirmer mon être. Je suis là, j'entends être respectée, j'ai besoin d'être entendue, d'être pris en considération. Et du coup, je peux ensuite me mettre dans l'action. Je te propose, je t'invite à. Voilà. D'accord, donc ça peut être intéressant si moi je suis quelqu'un, par exemple, qui se met facilement en colère, aussi de savoir si moi je sais aujourd'hui, je l'ai appris avec toi, que derrière une colère se cache une blessure, et la prochaine fois je me mets en colère, de me dire, tiens, qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui est touché en moi? Où est cette blessure peut-être par rapport au sujet qui se réveille et qui me fait réagir de façon coléreuse? Oui. Alors ça, c'est dans la théorie, ça marche très très bien. Après, dans la pratique, moi, la première, avant-hier, mon mari m'a dit « Ouh, Hélène, j'ai l'impression que là, tu es en colère. » Et j'ai fait « Oups, c'est vrai. » Vite, le frigo, l'émotion. En effet, je suis en colère, voilà. Et après, j'ai pu revenir sur la cause de ma colère. Mais oui, l'émotion, elle ne passe pas par la case conscience. Elle arrive d'abord et c'est après je peux réaliser que je suis dans l'émotion. Voilà. Et c'est l'intérêt des émotions, c'est de nous permettre de réagir extrêmement rapidement à des situations avant même que nous ayons conscience du risque que cette situation représente pour notre survie. Donc, c'est quelque chose qui nous vient du fond du temps, de l'âge. C'est quelque chose qui est dans notre, je sais pas, dans notre cerveau reptilien. Qu'est-ce qu'ils disent, les neuroscientifiques? Ça. Oui, les neuroscientifiques, disent que l'homme n'est pas un être rationnel, c'est un être émotionnel avant tout. Nous vivons grâce et par nos émotions. Et heureusement, un exemple pour ça, c'est Antonio Damasio qui a écrit, qui est neurologue et qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Descartes très cartésien, très concentré sur le cortex, par exemple, cette zone du cerveau qui est la maîtrise du langage et du raisonnement et de la conscience. Et Antonio Damasio, avec d'autres scientifiques, a pu faire des recherches sur l'importance des émotions. Et ils ont eu le cas d'une personne dont le centre des émotions dans le cerveau a été atteint et qui du coup n'avait plus la notion de peur. Ah oui. Et quand je n'ai pas la notion de peur, je n'ai pas conscience des risques. Et donc ce que faisait ce monsieur, c'est qu'il dépensait tous les sous qu'il avait. Et oui, il dépensait tout son argent parce qu'il n'avait pas conscience des risques que ça pouvait représenter de dépenser son argent et de ne plus en avoir pour se nourrir. Parce qu'il n'avait plus peur de rien. Il n'avait plus peur de rien. Ah. Et ça peut être la conséquence d'un accident ou d'un traumatisme? Absolument, d'un traumatisme cérébral en l'occurrence. D'accord, c'est très intéressant. Alors, quelles sont les autres émotions qui sont des émotions courantes et que nous ne traitons pas toujours à leur juste valeur, j'ai envie de dire, comme par exemple, la tristesse. Oui. La tristesse, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir en formation il y a quelques mois des médecins. Et on a eu des échanges très intéressants sur la tristesse et la dépression. Et je disais à ces médecins, autant je vais savoir vous parler de la tristesse, autant je ne vais pas savoir
vous dire quoi que ce soit sur la dépression. La tristesse est une émotion normale. Lorsque je fonds en larmes, qui est l'une des expressions de la tristesse, parce que la tristesse peut être aussi muette. C'est une émotion qui est intériorisée. Lorsque je suis triste, j'ai besoin de vivre une phase de transition entre une situation qui n'est plus et une situation qui va être. Là aussi, dans la phase du changement, c'est le moment où la peur et la colère sont passées. Je suis dans une tristesse qui est en quelque sorte une émotion d'accommodation. C'est-à-dire, je fais mon deuil de ce qui n'est plus et je vais pouvoir m'ouvrir maintenant à ce qui va être. Donc, la tristesse est une émotion extrêmement utile puisqu'elle permet de faire la traduction, le lien entre un ancien état et un nouveau. Et pourtant, nous disons souvent aux enfants, quand il leur arrive quelque chose, ils perdent un doudou, ils perdent quelque chose, ne sois pas triste, ne pleure pas, ne te mets pas en colère, n'aie pas peur. Nous sommes toujours en train de réprimer finalement ces émotions désagréables. Est-ce que c'est parce qu'ils sont désagréables pour la personne et que nous ne souhaitons pas l'avoir pour nous, ou est-ce que nous les réprimons parce que nous ne savons pas trop quoi faire pour l'autre? Peut-être un peu des deux. Peut-être un peu des Peut-être deux, un oui. peu des deux, mais en tous les cas, oui, l'accompagnement, là, c'est donc ce que l'on appelle l'empathie. L'empathie va être de dire, je vois que tu es triste, je suis là, Oui. mais je te laisse vivre ta tristesse, voilà, à ton rythme. Donc, être plus en accueil des émotions, quelles qu'elles soient, et selon la situation, et juste d'accueillir, d'accompagner. D'être présent et de faire confiance. La personne a les ressources en elle pour dépasser cette émotion. Et dans votre conférence spectaculaire, vous allez parler de tout cela, de toutes ces émotions et de tous ces changements, changez-moi, même pas peur. Vous allez parler de ces émotions ou... Oui, je vais parler de ces émotions. Je vais parler aussi du processus de changement, les différentes étapes de processus de changement. Et également, je vais donner des outils qui permettent d'accompagner le changement, notamment dans le cadre de l'entreprise, puisque je travaille quand même beaucoup dans les entreprises. D'accord. Vous m'avez dit aussi une chose qui m'a touchée tout à l'heure quand on a discuté. Vous avez dit qu'il faut laisser le temps au temps, et notamment en entreprise. Oui, en effet, je trouve que dans les entreprises, lorsque des dirigeants souhaitent mettre en place un changement, du moment où ils prennent la décision de mettre en place le changement, ils attendent que le changement soit opérationnel quasi immédiatement. Or, en tant qu'humain, j'ai besoin de passer par toutes les phases émotionnelles pour pouvoir intégrer ce changement et m'en enrichir, et donc enrichir la structure qui m'accueille. Et c'est important de laisser du temps. Des personnes auront besoin de plus de temps que d'autres. C'est important aussi de laisser la place à la parole, que les gens puissent dire ce qui leur fait peur, puissent exprimer leurs craintes. Lorsque les craintes sont exprimées, du coup, il est possible d'y répondre. Lorsqu'elles ne sont pas exprimées, comme toutes les émotions qui ne sont pas exprimées, elles vont rester à l'intérieur de la personne et provoquer des dégâts. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Je pense que nos auditeurs, tout comme moi, ont compris que les émotions, même celles que nous ne souhaitons pas avoir, ont un rôle très positif à jouer dans notre vie. Merci Hélène, bon retour à Millau, et merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant cette émission. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau volet de Pas d'accord et alors.